Je vais vous parler essentiellement d'Anticosti en essayant d'aller le plus rapidement possible à quelque chose de très concret. Qu'est-ce qu'on entend par ce gisement? Bon, tout d'abord, sur Anticosti même, ce qu'on voit quand on y va, j'ai eu l'occasion d'y aller à l'automne, on voit essentiellement des roches carbonatées ici qui sont d'âge, je parle un peu de géologie, mais on parle des périodes ordovicien et silurien. Si vous voulez, les roches siluriennes sont un peu plus jeunes, c'est celles qu'on retrouve au-dessus ici. Et plus on va vers le nord, on trouve des roches un peu plus anciennes. Le shale de Macasti, le gisement de pétrole lui-même, il est en profondeur. À aucun endroit sur l'île, on le voit. On va voir ça un peu en 3 dimensions ici. Mais tout d'abord en coupe. Alors si on regarde une coupe géologique, on a donc des roches très anciennes. Vous avez l'échelle ici 10 km et ici il y a exagération verticale. Vous avez donc les profondeurs en kilomètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres. Donc en grande profondeur, on a un type de roc comme celui qu'on a dans le bouclier canadien, ce qu'on appelle le Précambrien. Au-dessus, on a des roches, on a une séquence de roches assez semblable à celle qu'on retrouve dans la région de Montréal. Les noms sont différents. Et le shale de Macasti qui est ici, vous voyez, c'est une couche d'environ 40, 50, ça atteint à certains endroits 130 mètres d'épaisseur. C'est une couche relativement mince de schiste qui est en fait le cousin direct du shale du Tika qu'on a dans les basses terres du Saint-Laurent et pour laquelle on a beaucoup parlé d'exploitation du gaz de schiste. Pourquoi Anticosti, on parle de pétrole? Tout simplement, c'est ailleurs dans la province géologique. Et à cet endroit-là, les conditions géologiques ont fait que le pétrole a pu être conservé. Dans l'Utica, un peu plus au sud, on est pratiquement dans la même couche, mais les conditions géologiques, l'histoire géologique, essentiellement les conditions d'enfouissement, température et pression, ont fait que les hydrocarbures ont été transformés et ne restent plus essentiellement que le méthane. Enfin, il n'y a pas que le méthane, mais 90% du méthane, un peu d'éthane, un peu de produits liquides, mais on parle de gaz, donc quand on est dans l'Utica, alors que dans le Macasti, on a de façon générale préservé des hydrocarbures sous forme liquide. C'est connu, ceci depuis assez longtemps, c'est distinct comme géologie des gisements de la Gaspésie. Je ne parlerai pas de la Gaspésie, sauf peut-être pour s'il y a des questions, mais je vais me centrer essentiellement sur ce gisement-là. Alors au-dessus, donc on a d'autres séquences de roches carbonatées, ce sont celles qu'on va voir en surface dans l'île d'Anticosti. Alors, Anticosti, depuis, on peut dire, 3-4 décennies, ça fait l'objet de prospection. Actuellement, c'est l'état des permis qui sont vendus en violacé, les permis de Pétrolia et Corridor Resources, qui étaient détenus collectivement par vous tous il y a très peu d'années, parce que c'était Hydro-Québec, initialement Soquet, Hydro-Québec, etc. Donc, pour une raison qui est toujours pas rendue publique, depuis 2008, c'est détenu maintenant par des firmes privées et la compagnie Junex également opère au niveau sur la partie sud de l'île. Les lignes en rouge ici sont des lignes sismiques qu'on a fait dans le Golfe. Il y en a certaines qui sont dans l'île ici. Donc, il y a eu des travaux d'exploration. Les travaux d'exploration les plus intéressants, c'est ceux qui ont amené un peu un échantillonnage dans l'île. Ben, ça a couvert la période 63 à 73, ensuite 87 à 99, et finalement, un peu plus récemment, on a aussi d'autres forages. Alors, il y en avait eu 8 dans la première décennie des années 60, 8 forages, après il y a eu 6 forages des années 70 à 80, et depuis 2000 à 2012, on a encore 6 nouveaux forages. Alors, ça fait une vingtaine de forages en tout. Le dernier forage, je suis allé le visiter, c'est ici, Princeton Lake, tout près de la ville Port-Meunier. Donc, vous voyez de quoi ça a l'air, un forage. Ce sont des forages, pour l'instant, d'exploration. Essentiellement des trous qui ont servi à aller forer le trou et arriver à l'endroit de la formation du shale de Macasti. Là, on a procédé à du carottage. Sur ces échantillons, on a fait des analyses. Quand je dis on a fait des analyses, initialement, c'était Hydro-Québec qui en a fait. Ensuite, les forages dans les années 60, c'était d'autres compagnies. Donc, plusieurs groupes, la compagnie Shell s'est beaucoup intéressée à ça dans les années 80. Plusieurs groupes ont cherché en Anticosti des gisements conventionnels qu'on n'a pas trouvés. On n'a jamais sorti un seul baril de pétrole jusqu'à maintenant de ces 20 forages. Par contre, on a identifié le Macasti comme étant comparable à des gisements de shale pétrolifères. Je dis shale de roche-mère ou roche-mère. Qu'est-ce que c'est? Les hydrocarbures se forment
par accumulation de matière organique avec des boues dans des fonds océaniques. Et ces boues-là deviennent des strates rocheuses dures, et ces strates rocheuses ont le nom géologique shale. Alors, quand le pétrole est toujours emprisonné dans la couche où, à l'origine, c'était des débris organiques d'animaux marins, plancton, etc., qui s'accumulaient avec les autres sédiments, ben, cette roche-mère, en général, elle a toujours des caractéristiques de très, très, très faible perméabilité. Quand on parle de boue transformée en roche, c'est un shale, et un shale, ça a une perméabilité de 10 exposant moins 12. En gros, là, pour expliquer ce que c'est une perméabilité, une goutte d'eau qui aurait un certain gradient unitaire dans un shale, il y a besoin de 10 exposant 12 secondes pour parcourir 1 mètre. Ça, c'est 30 000 ans. Alors, la raison pour laquelle le pétrole n'a pas beaucoup bougé et la raison pour laquelle le gaz est toujours dans l'Utica, c'est qu'avec des roches aussi peu perméables, ça l'emprisonne de façon efficace et correcte depuis 450 millions d'années. Un gisement de pétrole, c'est l'inverse de ça. Quand on cherche un gisement de pétrole, on va chercher une roche qui va avoir une perméabilité 10 exposant moins 2 ou 10 exposant 1, donc plusieurs ordres de grandeur. Quand on dit ordre de grandeur, si je dis 6 ordres de grandeur, c'est 1 million de fois plus perméable. Alors, si vous avez quelque chose d'1 million de fois plus perméable, vous êtes peut-être dans un grès, comme en Gaspésie ou ailleurs, en Alberta, et là, on parlerait de gisement conventionnel. Et dans un grès, le pétrole ne s'est pas formé. Si on trouve le pétrole dans une roche de ce genre, c'est une roche magasin. Le pétrole a migré au cours des temps géologiques vers les horizons plus perméable par des réseaux de fractures naturelles, mais ça prend des centaines de milliers d'années et probablement des millions d'années. Alors, je vais revenir à la fracturation hydraulique et expliquer, peut-être, ou répondre à une question en disant, est-ce que des technologies permettront d'aller chercher plus que 2%? Si quelqu'un est capable de me trouver une technologie, par exemple, pour aller cueillir l'eau d'érable en 1 heure, plutôt que d'attendre une production de 6 semaines, comme on fait au printemps, c'est à peu près le même genre de problème. Vous avez un phénomène naturel, une migration des hydrocarbures qui se fait de façon très lente et on arrive à en capter un petit écrémage, 2% quand on parle du pétrole, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres documents, mais je vais en parler un tout petit peu dans une diapositive qui viendra. Alors, si on regarde donc, on revient sur Anticosti. Alors, Port-Meunier, c'est un petit village, ici, 250 habitants. Je suis allé donner une conférence, j'étais très content. 10% de la population était là, c'est-à-dire qu'il y avait en gros 15 personnes dans la salle. Les autres étaient à la chasse. Donc, c'est très intéressant à voir. Je vous montre cette photo, tout simplement, je l'ai fait en marchant au large. On peut marcher à marée basse sur des affleurements rocheux. Le village de Port-Meunier qui est ici, vous avez une belle coupe calcaire où on voit les roches qui sont celles qui affleurent, qui sont près de la surface. Et juste ici, vous avez un ancien dépotoir. Puis regardez première chose sur laquelle je suis tombé dans cet ancien dépotoir, une tête de forage. Probablement, je vous ai parlé qu'il y a eu une vingtaine de forages en tout. Alors, ces matériaux-là se sont ramassés juste à côté de la ville de Port-Meunier. Et aujourd'hui, l'érosion des vagues fait que ce qui était à 30-40 mètres en bordure des rivages, maintenant, on le trouve directement sur le sable de la plage. Ça, c'est un trichome, c'est avec ça qu'on fait des forages. C'est pour ça que j'ai fait la photo. Alors, il est un peu rouillé, il serait pas en état de fonctionner. Je reviens sur les forages. Ce qui est à mentionner ici, c'est les épaisseurs. Alors, voici, on a des mesures ponctuelles. Une vingtaine de forages, c'est pas beaucoup de points encore pour l'instant. Pour évaluer un tel gisement, c'est relativement peu. Ailleurs, en Gaspésie, il y a peut-être 300-400 forages. Si on regarde en Alberta, il y a 350 000 forages. Donc, quand on parle d'évaluer un gisement, là, et de sortir des chiffres, il est assez prématuré. Si les chiffres qui sont indiqués ici, c'est la même carte géologique, et les chiffres qui sont là, 173, 28, 29, c'est les épaisseurs en mètres de la couche qui est la couche de roche-mère, qui serait donc la couche ciblée. Autre élément à regarder ici, c'est un document qui vient de Junex, qui détient des droits dans la partie sud. Ça montre qu'il y a 2 failles quand même, et ça montre aussi par une échelle de couleur qu'au nord de l'île, on est à 300 mètres de profondeur pour arriver au sommet, ce qu'on appelle le toit de la formation géologique, une couche de 30-40 mètres. Alors, le début de cette formation, on la raconte à une profondeur d'environ 300 mètres ici, jusqu'à environ 2300 mètres quand on est de l'autre côté. L'île d'Anticosti fait environ 56 km de large par 224 km de long. Le shale de Macasti couvre la totalité de la superficie de l'île qui fait un peu moins de 7 900 km².
Vous avez la couche de Macastie ici qui n'affleure pas dans l'île et qui, là on regarde, vous avez compris, on regarde sous l'île. J'ai enlevé toute la roche, simplement pour qu'on voit la couche de shale qui est ici. Les deux failles que je montrais sur la carte sont là. Alors la profondeur varie, puis on va modéliser un petit peu une partie de ce volume pour comprendre comment on arriverait à extraire. Alors je vous ai mis 300 forages dans ce modèle-là. Une question de limite de capacité de l'ordinateur aussi, mais ça en prendrait un nombre de plusieurs milliers. 12, 15, 18 000 forages peut-être seraient requis pour aller extraire ce gaz-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit en surface? Ben, votre exemple en surface, on voit ici une plateforme sur un terrain d'environ 200 par 200 mètres. On va installer. Je vous montre pas les chemins d'accès. Là, il est évident que ça crée un impact, mais les têtes de forage ici, c'est ce qu'on voit. La surface, ça reste quelque chose qui peut en apparence être assez limité. Ici, je vous montre une plateforme avec 6 puits. On va regarder ça par en dessous, ça va nous donner une idée. Mais avant d'aller sous terre, faut juste rajouter qu'il faut aussi sortir cet hydrocarbure. Alors le pétrole sera probablement par un réseau transporté par un réseau il n'y a pas très peu de routes dans l'île, on en construira, mais on aura à construire un oléoduc. Éventuellement, qu'est-ce qu'on fera du gaz? Le gaz, j'en parlais tout à l'heure. Alors, si c'est doublé aussi, on peut penser qu'on aura besoin d'un réseau de gazoduc, à moins qu'on prenne une autre solution que je commenterai un peu ici. Alors, en surface, ça fait environ 5% des surfaces, il faudra multiplier des plateformes. En profondeur, ici, un forage, je vous en montre un groupe de 6 forages ici. Un forage individuel, là, il y en a 6 sur ce groupe-là ici. Et c'est un forage qui est vertical. Ici, c'est modélisé à l'échelle. Alors, j'ai pris un endroit où l'échelle est à 2000 mètres de profondeur. Vous avez donc 2000 mètres de forage vertical suivi d'une portion que j'ai, pour ce modèle-là, mis à 1000 mètres de long. C'est à peu près ce qu'on retrouve dans beaucoup des premiers puits qui ont été faits. Pourquoi regrouper les plateformes? Aux États-Unis, c'est une question de payer moins cher des droits d'occupation du terrain, mais maintenant, la technologie permet de rentabiliser tout ce qui est requis pour faire la fracturation. Donc, on va avoir des plateformes qui vont peut-être avoir 6, 8, 10, 12. Le record actuellement, il y a une plateforme qui comporte jusqu'à 42 forages qui partent dans toutes les directions. Mais c'est très coûteux faire ça. Ça se justifie que si la valeur des terrains en surface est énorme, alors qu'à Anticosti, la question de l'occupation par les propriétaires occupants ne se posera pas. C'est des chevreuils, en gros. Donc, on aura probablement un champ libre si on donne des permis pour aller extraire dans ce secteur-là ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand je vous dis qu'en surface, il y a des petites plateformes, là, tout ça existe en profondeur. Il faut penser que ça existe pas juste en surface, ça. C'est pas juste des problèmes qui affectent des routes, qui affectent des fermes, qui affectent des occupants en surface. À Anticosti, il y en a très peu de ça. En profondeur, là, la couche du Macastie, c'est ce qui est en brun ici, ces grandes dalles. J'en ai modélisé une partie. Alors, sur 7800 km², vous avez 30, 40 mètres d'épais dans le nord, puis peut-être jusqu'à 100 mètres d'épais. Donc, c'est cette couche qui est modélisée en marron. Et noyée dans cette couche-là, il faudra venir fracturer la totalité du volume de la couche géologique pour arriver au chiffre des quantités de pétrole en place, avec un pourcentage, bien sûr, non pas la totalité, mais peut-être 2% de ça qui serait possible d'extraire par la méthode. Ici, chaque zone qui est représentée, c'est pas un réservoir physique, c'est un volume de roc fracturé. Chacun de ces volumes de roc fracturé sur 1000 mètres de long, et c'est peut-être 250 mètres de part et d'autre, ça représente donc un volume d'environ 100 millions de mètres cubes. Dans ce 100 millions de mètres cubes, il y a environ 1/10 de 1% qui est constitué des fractures que l'opération de fracturation hydraulique a produit. Alors, c'est relativement peu. Donc, les fractures sont en nombre limité et elles sont dans des espacements. On a peu de données précises sur les modèles, encore moins dans un gisement qui n'est pas encore exploité. Mais l'ordre de grandeur qu'on peut estimer, c'est que le volume, on l'estime en fait par le volume de fluide injecté pour faire la fracturation par rapport au volume de roc dans lequel c'est injecté. Donc, c'est une partie sur 10 000 en volume. Donc, c'est pas beaucoup. Et dans ces vides-là, dans ces fractures, si on pense qu'il s'agit de fractures d'1 millimètre, ben, ça représente l'équivalent d'environ 10 centimètres
sur la totalité de l'épaisseur. On rassemblerait toutes les fractures, là. Alors, ça vous donne, en fait, une centaine de fractures dans un espace de 100 mètres. Donc, ça vous donne une fracture à tous les mètres. Ou si elles sont plus larges, parce qu'il y a du sable injecté, vous avez probablement plusieurs mètres de séparation entre chacune des fractures. Alors, c'est pour arriver un peu à l'explication que je vais présenter plus loin. On peut pas récupérer la totalité du gaz ici. On peut pas récupérer, la totalité des hydrocarbures. Alors, on avait vu une zone dans le nord de l'île, ici. Bon, c'est toujours à l'échelle. Une zone où on était peut-être à 500 mètres de profondeur. Ici, lorsqu'on est à 2000 mètres de profondeur, le pattern change un peu, tout simplement que les puits sont plus longs. Mais ça prend toujours environ 2 puits par kilomètre carré. Un groupement de blocs comme ceci, là, c'est environ 2 kilomètres par 1,5 kilomètre. Alors, ça fait 3 kilomètres carrés, ça, et il y a 6 puits. Alors, donc, il y a environ 2 puits au kilomètre carré quand on fait des puits de ce type-ci. Pour l'ensemble de l'île, dans le dessin, il y a une cinquantaine de sites que j'ai regroupés côte à côte. Ça fait 300 puits en tout. Donc, dans le cas d'une exploitation complète pour arriver au chiffre qu'on a cité, ça prendrait donc entre 12 et 18 000 forages pour aller capter ça. Chacun de ces forages, en parenthèse, ça coûte quand même de l'argent, c'est pas gratuit. Alors, si on dit qu'il y a 1 milliard de barils récupérables, il faut bien penser qu'on va dépenser par puits environ, actuellement, dans les basses terres du Saint-Laurent, ça coûte environ 12 à 15 millions de dollars par puits fracturé au complet. C'est moins cher quand on les fait en grande quantité, mais si vous avez 10 000 puits à fracturer et que chacun de ces puits vous coûte 10 millions, ben vous avez des 100 milliards de travaux à faire pour aller chercher le pétrole. Alors, votre bénéfice, il est là si vous récupérez pour 120 milliards de pétrole, par exemple. Il ne faut pas penser que le pétrole est gratuit. Hein. Le pétrole coûte de l'argent et c'est des technologies sur lesquelles existent des brevets, c'est des technologies sur lesquelles il y a des redevances à payer aux multinationales qui ont développé le processus de fracturation hydraulique. Alors, 6% de la superficie, ça semble assez peu ici. Si on regarde ce que ça pourrait donner sur Anticosti, je vais montrer une région qui est au Texas ici. Alors, j'ai simplement fait un copier-coller la même image. Voici de quoi aurait l'air. Quand c'est abstrait de vous parler de 3000 plateformes pour 18 000 puits. Alors, c'est à peu près ça que ça donnerait sur Anticosti. Et ça, ce n'est que les plateformes. Hein. Il n'y a pas les chemins, il n'y a pas l'impact sur la faune. Ce que vous voyez, juste une petite caractéristique, j'avais vraiment jamais entendu ce nom-là. En allant à Port-Meunier, on m'a amené dans cette région-ci. Les régions qui ont l'air déboisées, en fait, c'est des régions où on a fait de la coupe forestière à blanc il y a déjà 20, 30, 40 ans, et il n'y a toujours pas de repousse. Le problème d'Anticosti, c'est que dès qu'il y a de la repousse, les chevreuils, il y a 200 000 chevreuils, Anticosti viennent bouffer. Donc, toute modification écologique Anticosti a ce problème. Il ne faut pas penser que le reboisement serait très, très facile à faire. Je pense qu'il faudrait oublier l'île, oublier les chevreuils, oublier les habitants. S'il y a 200 milliards de dollars à aller chercher là, why not, diront certains, mais c'est un pas à franchir, il faut avoir les données avant de sauter à pieds joints sur quelque chose comme ça. Donc, l'impact serait énorme en Anticosti. Ce serait extrêmement facile pour les compagnies d'aller exploiter parce que il n'y a pas de propriétaire terrien, donc c'est une propriétaire, il y a juste une zone qui est réservée pour un parc naturel qui apparaissait sur les permis. Alors 6%, donc sur papier, ça apparaît comme une petite quantité, mais l'impact réel, retenez ce que je vous ai montré, en profondeur, c'est 100% du shale qui va être modifié en étant quand je dis modifié, c'est que son imperméabilité d'origine va être augmentée d'un facteur d'environ 1 million. Entre 100 000 et 10 millions, je peux pas vous donner les chiffres précis, mais il y a certainement 5, 6, 7 ordres de grandeur plus perméables dans un shale une fois qu'il est fracturé. Je reviens juste sur le chiffre de 42 milliards. On peut partir avec n'importe lequel. Ça arrive bien dans mon petit calcul. La superficie de l'île, 7893 km², ok, en arrondissant, c'est 7,9 milliards de mètres carrés. Donc, c'est la superficie du shale de Macasti dans son ampleur. C'est la couche qui est ici, là. Faut se rappeler que ça prend 6,29 barils pour faire un mètre cube. Alors, on va tout convertir. 42 milliards de barils, c'est en fait 7 milliards de mètres cubes. Ça se ressemble un petit peu. 7,9 milliards de mètres carrés, 7,9 milliards de mètres cubes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout le pétrole qu'on dit existait dans l'île, on le déversait sur l'île, il y en aurait un petit peu moins qu'un mètre d'épais. Alors, pour visualiser ça, ici, vous mettez-le en baril, là, puis vous pourriez couvrir la totalité de l'île d'Anticosti avec des barils. Juste une petite nuance, quand on parle de barils de pétrole, c'est 42 gallons américains, et quand vous voyez un drum ici, c'est le terme technique, il y a la distinction est faite, ça, il y a 55 gallons
américains. Donc, le pétrole, les barils de pétrole sont jamais mis dans des barils, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ils sont raffinés, ils sont revendus en produits chimiques, et quand vous importez de l'essence, etc., ben oui, ça vous donne quelque chose qui est à peu près exactement la bonne hauteur pour diviser ça par ça, donc ça vous donne 88 cm, c'est la hauteur de ce baril. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible géologiquement? Ben, moi, j'ai fait ma propre... Ça, c'est des chiffres donc qui viennent d'une firme qui a fait l'évaluation pour Petrolia et pour Junex. Une autre façon d'estimer plus simpliste. Sur la coupe, ici, par exemple, on prend un chiffre conservateur. À cet endroit-là, le Macasti a assez souvent 40 mètres d'épaisseur. Et on connaît la porosité dans ces types de roches. Et la porosité, quand elle est occupée à 100% par des hydrocarbures, c'est sous forme solide, liquide, gazeuse, etc. Mais l'ensemble de la matière organique, ça constitue entre 2 et 3% de ces 40 mètres d'épais. Alors, disons qu'en laboratoire, j'ai une colonne de 40 mètres, je réussis à tout broyer, à tout extraire. C'est quoi l'épaisseur si j'accumule toute ma matière organique, mes hydrocarbures, si je les mets verticalement? Ici, ça va me donner à peu près ça, 1 mètre d'épaisseur. Donc, ça corrobore le chiffre précédent. J'ai pas de problème avec l'estimé que les compagnies d'évaluation ont fourni. Par contre, le petit chiffre qui est très important, c'est celui-ci. C'est pas la totalité de ce qui est contenu dans le shale qui est exploitable. C'est 2 à 3%. Puis des promoteurs parlent de 5, là, mais vraiment, ils rêvent en couleur. Ils cherchent du financement. C'est autre chose. C'est-à-dire que donc, on parle plus d'1 mètre, là, on parle de 2 centimètres ici, pour ma hauteur. Et sur mes barils, ben, si je prends juste 2% de ma superficie, je pourrais accumuler des petits tas de barils dans l'île, mais j'en ai plus assez quand même pour couvrir la totalité de l'île. Mais c'est quand même beaucoup. En corrigeant le chiffre, ça donne 1 milliard de barils. Donc, 1 milliard de barils, si c'est là, Anticosti, c'est pas négligeable. 100 $ le baril, c'est 100 milliards. Combien ça coûte par forage? Si ça prend 15 000 forages à 8 millions chacun, ça coûte 100 milliards à construire les forages. Où est le profit? C'est pas automatique. C'est pas de l'argent qu'il suffit d'aller chercher, c'est pas si simple que ça. Puis là, on parle pas, bien sûr, des impacts écologiques. Regardons un cas, le seul autre comparable, pour l'instant, on le présente comme comparable, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, au Dakota, le shale de Bakken a une production qui a vraiment connu un boom à partir des années 2008. C'est si vous voulez, au moment où juste avant la crise économique et au moment où le baril du pétrole atteignait un sommet, on a eu des investissements pour démarrer et lancer pas mal de projets. Je vais vous situer un peu ce gisement-là, mais on dépasse actuellement le 5000 puits et la production en barils par jour pour la totalité de ces puits. On voit que c'est vraiment sur une courbe exponentielle. C'est un gisement en plein boom. Ça devient une partie importante de la production. On projette que ça pourrait atteindre 20%. Alors voici où c'est situé. La formation Bakken n'occupe pas tout le bassin, elle occupe la zone qui est située en vert ici, et vous avez les têtes de forage qui sont placées ici. Alors c'est un gisement dans de la roche-mère en bonne partie, mais à la différence de ce qu'on a à Anticosti, ici on a quand même un horizon gréseux au milieu, et quand les forages sont bien implantés, on a quand même des forages qui viennent fracturer, mais à partir d'une couche qui est déjà une certaine perméabilité. Mais la production de cette seule couche n'est pas rentable. Elle était connue, elle existait depuis un certain nombre d'années. Depuis 2008, avec la fracturation, ils viennent carrément donc casser la roche-mère, qui est pas très épaisse, ça fait environ 45 mètres d'épaisseur, assez comparable à ce qu'on a du côté d'Anticosti. En place, comme c'est très étendu quand même sur 2 États et 2 provinces, il y a en place dans cette couche ici environ 160 milliards de barils et on estime qu'il y en a 2 à 3 milliards de barils récupérables. Là aussi, les estimés changent. De 6 mois en 6 mois, les compagnies sortent des nouveaux chiffres, etc. Donc, j'ai pris une moyenne de ce que j'ai pu trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'hydrocarbures dans de la roche-mère, c'est jamais... Dans les gisements classiques, vous avez des gisements de pétrole, vous avez des gisements de gaz. Parfois, il y a un peu de gaz avec le pétrole, mais les processus géologiques ont fait la ségrégation. C'est comme si vous avez de la vinaigrette, là, vous la laissez reposer, l'huile et l'eau vont se séparer parce que l'huile est moins lourde. Donc, vous allez avoir quelque chose qui donne 2 couches distinctes et vous pouvez exploiter de façon efficace dans un gisement conventionnel parce que la roche est perméable et vous allez pouvoir pomper
pomper le gaz, pomper le pétrole. Ici, vous cassez la roche et vous commencez un processus géologique qui commence à libérer en même temps du pétrole et du gaz. Et donc, le gaz présent, on doit en tenir compte. Si vous regardez, je vous avais mis les chiffres en mètres cubes, on parle de 25 milliards de mètres cubes pour ces barils de pétrole en place. Dans le gaz associé en mètres cubes, ici, on a le double. Donc, évidemment, du gaz, c'est pas comme du pétrole, c'est un gaz. Et quand on parle de volume de gaz, on parle du gaz à la température normale, pression 1 atmosphère. Sous terre, ce gaz-là, il est comprimé dans des tout petits volumes, mais ramené en surface, il est comprimé à 100, 200 fois la pression atmosphérique. Arrivé en surface, il prend un volume 100 à 200 fois plus d'espace qu'il en a en profondeur. Mais en termes de présence, dans une roche-mère, vous avez fatalement les deux hydrocarbures qui sont associés. Et qu'est-ce qu'on fait au Dakota? Malgré l'abondance de conduits, de gazoducs, d'oléoducs, le marché local, permis à demander pour faire passer des nouveaux gazoducs, etc., font que la production est brûlée sur place. 39%, les derniers chiffres que j'ai trouvés en 2012. Ce paradoxe aux États-Unis, on fracture le Marcellus pour sortir du gaz en Pennsylvanie, et au Dakota Nord, on fracture la roche pour sortir du pétrole. C'est très payant. Et le gaz qui est là, on n'arrive pas à le vendre. Ça coûte moins cher de le brûler à la torchère. Et c'est pas négligeable comme quantité. Ça, c'est un communiqué de presse que la Banque mondiale demande aux producteurs pétroliers sur l'ensemble de la planète de réduire. Quand on parle de réduction, vous pouvez vous acheter une voiture hybride. Mais là, quand on parle à des pétrolières ici, le 30%, on demande de réduire de 30% la quantité de gaz actuellement brûlé en torchère sur la planète. On ne dit pas d'arrêter, c'est impossible. On en fait au Niger, on en fait au Moyen-Orient, on en fait aux États-Unis, on en fait au Bakken. Si on réussissait à diminuer de 30% cette quantité-là d'ici les 5 prochaines années, ça serait l'équivalent d'enlever 60 millions de voitures sur les routes. Donc, en termes de pollution de gaz à effet de serre, là. Donc, c'est pas négligeable. C'est une seule industrie ici. Et juste pour donner le chiffre pour le Bakken, ici, le Dakota Nord, donc en termes de production, avant 2006, il y avait à peu près rien. Depuis 2006, vous voyez, on a dépassé, j'ai pas le chiffre de 2012, là, mais on a dépassé 200 millions de pieds cubes par jour de gaz brûlé à la torchère. Il y en a une partie qui est vendue, mais la grande majorité de ce gaz-là est tout simplement gaspillé sur place. Alors, qu'est-ce qui se passerait à Anticosti? À Anticosti, imaginez, il n'y a pas de gazoduc. On va essayer de vendre du gaz qui vient concurrencer un marché très loin des consommateurs. Alors, probablement qu'à Anticosti, ça serait à la torchère que ce gaz-là serait produit. Quand j'entends tous les gens miroiter les dollars ces jours-ci, je veux dire, c'est une question qui n'a vraiment pas analysé encore. Que fera-t-on du gaz? Voici une microphotographie en nano, à la taille des nanoparticules. En fait, voici la matière organique dans un shale. C'est tellement petit, voici une autre microphotographie, c'est tellement petit que quand on regarde la taille de la molécule de méthane, c'est pas gros la molécule de méthane, on parle de, ici c'est l'échelle en nanomètres, ici on est en angstrom, donc on est 7 ordres de grandeur plus petits si on part du millimètre. Ici, les shales sont situés ici pour situer un petit peu le domaine des pores dans un shale, dans une roche-mère. Donc, les pores sont parfois plus petits que des hydrocarbures. Donc, une partie des hydrocarbures demeure emprisonnée, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas passer physiquement par le trou, par les ouvertures. Il existe une variété de distribution de porosité, donc la molécule de méthane va souvent réussir à passer, mais si on regarde les paraffines, les molécules plus grosses, vous savez que les molécules organiques, quand ça va de toutes les tailles, donc une partie de ces molécules-là ne sont pas mobiles dans le shale, dans la roche-mère, sauf celles qui vont être très très près d'une fracture, et les autres qui sont mobiles vont demander un temps assez important. Ce qui est en vert, c'est le gaz. Le méthane va arriver assez vite vers une fracture. Par contre, les hydrocarbures ici vont mettre des temps beaucoup plus longs. Et la fracturation hydraulique, si j'expliquais ça dans un document qui traitait du gaz de schiste, c'est la même chose pour le pétrole. Vous avez, quand les zones se décolorent ici, si vous voulez, c'est le gaz et les hydrocarbures ont migré vers la fracture. Mais ça migre à des distances de quelques centimètres. Donc, c'est pour ça que vous récupérez une petite partie, mais vous déclenchez un processus. Ce qui est à l'arrière va continuer pendant des siècles et pendant des milliers d'années. Alors, si on récupère 2%, c'est économiquement que sur une courbe de production, on arrive à un moment donné, après, ici c'est en mois, après 4-5 ans, ça c'est la moyenne pour le champ du Bakken ici, au bout de 4 ans, on est à 1/10. Donc si on continue, au bout de 8 ans, on va être à 1/100. C'est une courbe
de ce type de diminution. Au bout d'un certain temps, c'est sûr qu'on va fermer les puits, on va les abandonner, on va aller en forer d'autres. Juste pour maintenir la production, il faut avoir, je crois que c'est toi qui avais sorti ce chiffre, 60 000 nouveaux puits par année pour à peu près compenser la diminution de perte de rendement des premiers puits qu'on a fait. Alors, plus on arrive à avoir des puits, plus il en faut des nouveaux juste pour avoir un débit constant. Donc, un puits de gaz de schiste, comme un puits de pétrole, de shale, c'est quelque chose qui a une durée de vie limitée dans le temps parce que après un certain nombre de mois, après un certain nombre d'années, on arrive à perdre toute rentabilité de ça. Ça, c'est une image que vous avez peut-être vue. Certains en ont parlé ici. Alors, voici une image d'un nouveau satellite qui a été lancé à fin 2011, qui montre quelque chose d'intéressant. Satellite qui est sur une orbite polaire, qui est sensible à l'infrarouge. Et voici ce qu'il montre. On voit bien Chicago, Minneapolis, Winnipeg, les Regina, ici, les villes au Canada. Vous avez une grosse tache ici. Qu'est-ce que c'est cette tache-là? C'est le champ pétrolier du Bacon. Et de quelle est l'origine ici? C'est les torchères. Alors, c'est visible de satellite et ça a une taille comparable à la luminosité de la ville de Chicago. Donc, c'est pas rien. C'est un problème quand on le voit comme ça semble assez évident. Vous voyez ici, ça, c'est la carte qui montre la densité de la population. Alors, évidemment, il y a c'est très peu habité, le nord du Dakota. Il n'y a pas de ville à l'endroit où est la tache. Si je remets la lumière ici, on voit bien que c'est un impact non négligeable. C'est visuel, c'est très parlant. Je pense que les vrais chiffres, faut les regarder aussi avec des nombres. Ce même satellite a aussi photographié Anticosti, juste pour vous montrer sa sensibilité. Vous voyez le petit point lumineux ici? Ça, c'est Port-Meunier. Ça, vous avez la ville de Gaspé. Ici, vous avez la ville de Percé. En Port-Meunier, 240 habitants. Chaque petit village de la Côte-Nord, ici, vous pouvez le récupérer sur la carte. Alors, si jamais le gouvernement du Québec autorisait l'exploitation d'Anticosti, on pourrait faire la chasse aux chevreuils de nuit. Mais j'imagine qu'on perdrait un petit peu de notre image de province avec une production écologique ou le label vert qu'on veut souhaiter avec un phare comme ça à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Je pense pas que ça soit très vendeur au niveau politique. Il faudrait être sûr qu'il y a vraiment des très grosses redevances pour arriver à justifier. Pourquoi... C'est ma dernière diapositive. Alors, c'est en texte. Je vais vous le lire rapidement. Pourquoi exploiter Anticosti avec les techniques actuelles? Puis je pense pas qu'il y aura des technologies qui vont changer le phénomène géologique. Le phénomène géologique, la migration du gaz et des hydrocarbures, c'est plus lent encore, c'est moins efficace. J'ai été très optimiste si en leur donnant 3 ou 4%, c'est peut-être 2%. Chaque shale est probablement distinct, chaque façon de fracturer a ses limites. Dans le cas du gaz, c'est 20%, c'est déjà peu acceptable, mais c'est encore moins pour les hydrocarbures liquides. L'exploitation modifie de façon irréversible la perméabilité de tout le volume. Ça, on peut pas rien faire. Une fois que c'est là, on peut restaurer en surface, on pourrait replanter, ramener les chevreuils, on pourrait tout rebâtir la surface d'Anticosti, mais en profondeur, les forages, les 12, 15, 18 000 forages qui seraient là, auraient un impact qui demeureront permanents. Et la permanence de cet impact, c'est que tous ces puits vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte que la durée de vie du processus géologique. C'est ma même théorie que j'essaie de vulgariser dans le cas du gaz. C'est pas mieux le pétrole, c'est pire le pétrole parce que la migration va prendre encore plus de temps, elle va se faire un peu plus lentement et l'irréversibilité du processus, l'impossibilité de remettre, on peut démolir la centrale de Gentilly, ça va coûter cher, mais c'est possible, tandis que ça, vous pourrez pas réinjecter, vous pouvez pas recolmater l'ensemble de la formation du Macastie. Donc c'est une industrie lourde ici. Quand on parle de milliards, ben, ça veut dire des milliards de travaux. Si on divise ça sur une période de 30 ans, OK, ça veut dire qu'on va dépenser 10 milliards par année de travaux sur Anticosti pour construire par exemple 1000 puits. Mais chaque puits 10 millions, les infrastructures, etc. Puis au bout de 30 ans, tous ces travaux ici n'auront servi qu'à un usage temporaire, c'est-à-dire extraire un combustible fossile non renouvelable. Alors, ça serait un apport économique pour le temps que les travailleurs seront là, mais ça serait pas, d'après moi, un apport intelligent dans le bilan. Merci.